Nous reprenons nos travaux en recevant le Centre des études techniques des universités montréalaises. Je vais demander aux personnes présentes de se présenter et vous disposez de 10 minutes pour faire votre exposé. Va s'en suivre des échanges avec les parlementaires. Allez-y, madame. Merci. Merci, Madame le ministre, Monsieur le Président et Mesdames, Messieurs, pour cette invitation. Je suis Deirdre Meintel, co-directrice du Centre d'études ethniques des universités montréalaises qui compte une cinquantaine de chercheurs en sciences humaines et sciences sociales. Ma co-directrice s'excuse, Micheline Milot, elle avait des obligations académiques aujourd'hui. Ici avec moi sont Richard Bourris. Richard Bourris, collègue du Centre et professeur à l'Université de Québec à Montréal, et aussi Nicole Carignan, aussi professeur à l'Université de Québec à Montréal et collègue du Centre. Alors, je vais juste souligner les points principaux de notre mémoire qui est de 10 pages de longueur. Et donc, comme nous avons juste 10 minutes, nous appuyons notre centre s'intéresse surtout à des questions de diversité religieuse et ethnique. Nous appuyons tout particulièrement la conception de l'intégration en tant que processus réciproque. Du point de vue des sciences sociales, il s'agit d'une qualité de société et non pas de l'une ou l'autre de ses composants, encore moins des individus. À l'heure actuelle, il nous paraît évident que les phénomènes d'exclusion, repli identitaire et radicalisation concernent l'ensemble de la société et pas seulement les immigrants. Alors, je passe la parole à Richard pour parler de la question de l'intégration. OK. Merci beaucoup de nous accueillir aujourd'hui. Au Québec, nous avons la chance d'avoir 2 communautés d'accueil susceptibles d'intégrer les nouveaux arrivants, les membres de la majorité québécoise francophone et ceux de la minorité anglophone qui, ensemble, contribuent chacun à sa façon à l'harmonie sociale de toutes les communautés linguistiques, culturelles et religieuses du Québec. Alors, le document de synthèse de cette consultation publique fait un excellent travail de décrire l'importance du rôle de la majorité québécoise francophone pour mieux intégrer les immigrants. Rappelons qu'au recensement de 1971, la population du Québec était constituée de 4,8 millions de francophones dont la langue maternelle était le français. Ces Québécois francophones constituaient 80,7 de la population du Québec. 40 ans plus tard, cette population québécoise francophone augmentait à 6,1 millions d'habitants, constituant 79 de la population. Qu'en est-il du contrôle de notre société par la majorité québécoise francophone d'aujourd'hui? Indéniablement, les Québécois francophones contrôlent non seulement l'Assemblée nationale du Québec, mais tous les ministères du gouvernement ainsi que la vaste majorité des institutions scolaires, municipales, de santé et de services sociaux. De plus, les économistes constatent que les Québécois francophones contrôlent maintenant plus de 70 de l'économie du Québec, incluant les commerces, etc., les PME. Comme dans les autres provinces canadiennes et les 50 États américains, les firmes multinationales contrôlent environ 20 de notre économie provinciale. Concernant l'épanouissement de la langue française au Québec, reconnaissons que les buts de la loi 101 ont été largement atteints puisque 95,3 de la population du Québec connaît le français aujourd'hui. De plus, le recensement de 2011 démontre que 81,2 de la population du Québec utilise le français à la maison. Sur cet ensemble d'indicateurs démographiques, économiques, linguistiques, nous pouvons dire avec fierté que les Québécois francophones se sont affranchis comme étant la majorité dominante du Québec. Oui, le rêve de René Lévesque de construire une société francophone majoritaire normale est largement atteint. Il est temps pour nous, les Québécois francophones, d'assumer pleinement que nous sommes maintenant la majorité dominante du Québec. Longtemps, nos élites ont attisé les sentiments d'insécurité linguistique et de menaces identitaires des Québécois francophones. Une minorité dominée à l'échelle de l'Amérique du Nord et une majorité fragile à l'échelle du Québec. Cette vision pessimiste est devenue un mythe fondateur pour beaucoup de Québécois francophones. La réalité sociologique a beaucoup bougé
et elle est tout autre maintenant. La majorité québécoise francophone s'est pleinement assumée par son contrôle presque total de la société québécoise. Quand les Québécois francophones s'acceptent comme une majorité dominante à l'échelle du Québec, le regard sur la minorité du Québec se transforme. Plutôt que de percevoir les minorités anglophones, allophones, immigrantes et religieuses comme des menaces pour la majorité québécoise, ils peuvent concevoir plutôt que ces minorités sont un apport, une contribution à la richesse de la société québécoise. Quand on se perçoit comme la majorité dominante du Québec, nous prenons la responsabilité de prendre bien soin de nos minorités afin d'assurer leur inclusion, ce qui contribue à la cohésion sociale de l'ensemble de la société québécoise. Le document de synthèse que nous discutons aujourd'hui a fait de bons pas en impliquant la majorité québécoise francophone dans le processus d'inclusion et d'intégration des minorités immigrantes. Mais pourquoi le document de synthèse n'a pas inclus dans son analyse la deuxième communauté d'accueil en importance au Québec, les communautés de langue anglaise? De plus, en examinant les 43 présentations choisies pour témoigner à cette commission, nous constatons l'absence d'acteurs qui, historiquement, ont contribué à la diversité et à l'inclusion des immigrants au Québec. Les communautés autochtones, ici depuis des millénaires, les communautés juives, ici depuis 250 ans, les communautés de langue anglaise, ici depuis 250 ans. Pourquoi avoir oublié la présence de ces trois communautés aux assises de cette commission? Les membres de ces communautés ne font-ils pas partie de la diversité de la société québécoise? Les membres de ces trois communautés n'ont-ils pas des expériences centenaires à partager pour la construction de la cohésion sociale au Québec? Merci. Je suis professeur à la Faculté des sciences de l'éducation de l'UQAM. Avant de parler de diversité, d'intégration, d'inclusion, j'aimerais attirer votre attention sur les effets néfastes des préjugés de la discrimination. Que ce soit au travail, dans les commerces, que ce soit à l'école, les recherches démontrent que les minorités victimes de préjugés de discrimination sont plus susceptibles de souffrir de maladies mentales et physiques reliées au stress d'être trop souvent ostracisées par les membres de la majorité. Ces recherches démontrent aussi que la discrimination systémique représente une menace à l'identité sociale des victimes qui les amène à s'identifier plus fortement à leur groupe d'origine, ce qui a pour effet de provoquer un repli identitaire. Ce repli identitaire nuit à l'intégration des minorités au sein de la société d'accueil et qui provoque, dans certains cas, des relations interculturelles problématiques, voire conflictuelles. Puisque je suis à la Faculté des sciences de l'éducation, je m'intéresse à la formation des enseignants. Et je voudrais vous parler un peu comment l'enseignant peut-il réduire les préjugés et la discrimination. La formation à l'enseignement, c'est 4 ans. Et il y a aussi plusieurs heures de stage. Il y a un seul cours qui aborde les questions des problématiques interculturelles à l'école. Et c'est un cours obligatoire dans les universités montréalaises, mais ce cours n'est pas nécessairement obligatoire à l'extérieur, dans les autres universités québécoises. Inutile de vous dire que ça représente tout un défi. Alors, avec mon équipe de chargés de cours, on a travaillé très fort à rendre ces cours très signifiants. Ce cours, je devrais dire, le contenu de ce cours très signifiant. Et j'aborderai avec vous ici 2 outils que nous avons développés. Un premier outil qui est l'ensemble du contenu du cours, et nous avons fait une recherche évaluative pour en évaluer la teneur, les effets. Et un deuxième outil qui porte sur une expérience de contact intergroupe qui atténue les préjugés et la discrimination, qui a été ici documentée dans un livre qui vient tout juste de paraître. Alors, je vais rapidement aborder le premier outil. Dans ce cours, on a, après avoir travaillé sur le contenu qui portait sur la diversité, les préjugés et la discrimination à réduire, on a passé un questionnaire au début du cours et un questionnaire à la fin du cours. 3 résultats importants. D'abord, le cours a augmenté
le sentiment de sécurité culturelle et linguistique de ces Québécois francophones. Un deuxième résultat, il a réduit les sentiments de menace identitaire en présence des Québécois anglophones et des Arabes musulmans. Il a aussi augmenté les attitudes favorables de nos étudiants enseignants, futurs enseignants, à l'égard des autres groupes. Alors, je pense que c'est important et ça nous encourage à continuer dans cette voie-là. Ça, c'est du concret. Ah, s'il vous plaît. Notre deuxième outil, ce sont les jumelages interculturels. Depuis 2002, près de 12 000 jumelles et jumeaux se sont rencontrés à l'UQAM dans le cadre des jumelages interculturels. Ces rencontres consistent en des francophones de la société d'accueil qui rencontrent des non-francophones apprenant le français à l'école de langue. Carignan. Ces jumelages sont des Madame activités Carignan. universitaires obligatoires, Madame Carignan. intégrées ou... Excusez-moi, Le c'est temps parti. est écoulé, c'est pas grave. Vous allez pouvoir poursuivre lors des échanges avec les D'accord. parlementaires. Je vais céder la parole à Madame la ministre. Oui, alors Madame Mantel, Monsieur Bourris, Monsieur Carignan, Madame Carignan, je vais vous poser une question, mais on va continuer exactement sur ce que vous proposez, ce que vous soulignez. On a eu beaucoup de discussions sur le rôle de l'école. Je vous dirais que ça jaillit comme un milieu d'intervention majeur pour contrer la discrimination des préjugés. Il y a eu la Commission des droits de la personne qui a fait des recommandations sur l'éducation par rapport aux droits, la Charte des droits et libertés dans un milieu scolaire. Et on a parlé donc de campagne, de sensibilisation préjugés, etc. Mais vous apportez quelque chose de nouveau. On parle de coffre à outils. Vous parlez d'un autre outil que je trouve vraiment intéressant. C'est la première fois qu'on le voit. Alors, j'aimerais que vous puissiez poursuivre sur cette voie pour qu'on puisse bien comprendre et saisir la portée de ce cours. Alors, si je poursuis dans le cadre des jumelages, nous travaillons très fort à l'UQAM avec les immigrants pour qu'ils apprennent le français. Et nous travaillons très fort avec les enseignants pour qu'ils se sentent responsables des futurs élèves qu'ils vont rencontrer, de leur rapport aux parents. Il y a un échange qui est basé sur la réciprocité, sur le respect mutuel, et ça, pour nous, c'est fondamental. J'ajouterais que cette idée des jumelages, née déjà il y a 12 ans, vient d'un constat. À l'arrivée, les immigrants ont peu de contact avec les francophones de la majorité d'accueil. Et je peux vous dire, dans les travaux d'étudiants, trimestre après trimestre, depuis 12 ans, ça revient constamment. Et nos étudiants francophones, qui souvent vivent dans des milieux plutôt homogènes, ne rencontrent pas d'immigrants. Et à l'université, avec ce projet, on a l'occasion que les immigrants rencontrent des francophones. Et quand les francophones disent « Je suis tellement fier de ma culture, de mon histoire, de ma langue », eh bien, ils ont une occasion de le prouver et de la partager, cette culture dont ils sont si fiers. Par conséquent, le jumelage est nécessaire pour 3 raisons principales. Développer la sensibilité à la diversité ethnoculturelle, mettre en œuvre des stratégies de communication interculturelle afin de débusquer les préjugés et la discrimination, et aussi apprendre à vivre ensemble, parce que ça s'apprend. Peut-être que j'ajouterai cette phrase qui m'interpelle particulièrement. Il est important de se rappeler que les immigrants d'hier sont les membres de la société d'accueil d'aujourd'hui et que les immigrants d'aujourd'hui seront les membres de la société d'accueil de demain. Et nous sommes tous dans le train de l'histoire. Je ne sais pas si c'est complet. Oui, ou si... bien, on pourra poursuivre là-dessus. Donc, je pense que vous décrivez de façon très concrète comment se vit l'interculturalisme, cette vision qu'on a de l'accueil, de l'intégration des nouveaux arrivants, des immigrants, etc. Donc, et vous dites que l'école, c'est vraiment le lieu par excellence, hein, comme modèle de vivre ensemble, l'école. Mais vous parlez d'un milieu universitaire où vous êtes, donc là aussi, vous remarquez donc un facteur d'exclusion, mais si le milieu universitaire, si je comprends bien,
fait des jumelages, parce que vous avez constaté qu'il y a peu d'interactions dans ce milieu-là. Vous savez qu'on a un programme, l'Expérience québécoise, je ne sais pas si vous le connaissez, des étudiants étrangers qu'on souhaiterait intéresser au Québec et beaucoup qui sont intéressés à rester au Québec. Donc, dans une perspective et Montréal International et d'autres organismes sont venus dire il faut vraiment aller encore plus loin avec ce programme-là. C'est des jeunes talentueux qui ont la piqûre du Québec déjà en partie intégrée. Je trouve intéressant ce que vous dites. Donc, même le milieu universitaire, c'est un lieu extrêmement important pour nous assurer de ce contact. Pourriez-vous nous faire des constats, parce que le groupe avant vous, la Société Saint-Jean-Baptiste, qui parlait évidemment de l'importance de la langue, vos constats par rapport à la langue, vous êtes dans un milieu très francophone, c'est des étudiants étrangers. Avez-vous le rôle que joue la langue et la maîtrise ou la connaissance de la langue dans ce rapport interculturel et comme facteur important d'intégration? Est-ce que vous pourriez peut-être vos constats et de recherche aussi? On peut en faire quelques-uns. Un des constats que l'on remarque relativement souvent, c'est que la rencontre des immigrants qui rencontrent les enseignants, les immigrants sont un petit peu plus âgés parce qu'ils ont déjà des diplômes, ils ont déjà une expérience professionnelle. Et parfois, ils ont même une expérience professionnelle dans l'enseignement. Alors, pour eux, la valeur numéro 1, c'est l'éducation. Et pour eux, les enseignants sont excessivement importants. Et c'est une occasion, c'est un effet indirect, je pourrais dire, qu'on n'avait pas prévu au départ. Et c'est la première fois que nos enseignants, nos futurs enseignants, rencontrent des parents. Ils ne rencontrent pas seulement un immigrant, ils rencontrent des parents. Et ces parents, pour qui l'éducation est tellement importante, ce sera leurs principaux alliés. Et ça, c'est très marquant. On parlait beaucoup de langue précédemment. On a des immigrants que l'on rencontre à l'école de langue, qui maîtrisent déjà mieux l'anglais, qui font des efforts soutenus pour apprendre le français, et parce qu'on a un suivi et on a des étudiants qui nous parlent semestre, ils nous rendent compte de leurs expériences, même une fois le jumelage terminé, parce qu'il y en a qui continuent à vivre les jumelages dans leur milieu, je pourrais en reparler. Il y en a qui perdent leur anglais pour laisser la place au français, parce que leurs enfants sont à l'école en français et ils veulent vraiment s'investir en français. Et ça, je le vois tous les jours à l'université. Et les jumelages, l'expérience est tellement positive qu'il y a des étudiants dans nos cours en éducation et même dans d'autres formations, parce qu'il y en a aussi, les jumelages se font en psychologie, en travail social, dans d'autres départements, que des étudiants me disent « Moi, je veux en faire dans mon école. Je veux que mes jeunes du secondaire, mes jeunes du primaire vivent des jumelages. » Alors, cette idée de jumelage fait son chemin et les étudiants qui ont vécu cette expérience positive veulent à leur tour en organiser. Et on le voit du côté des immigrants qui disent « Moi, dans mon milieu de travail, quand je vais me retrouver, je veux aussi recréer cette ambiance du jumelage pour qu'il y ait plus d'échanges entre les francophones et les immigrants qui ont besoin d'un réseau social, qui ont besoin de connaître comment fonctionne leur société d'accueil. » J'aurais 3 questions. Un qui touche ce modèle d'interculturalisme, l'intégration de l'emploi et les valeurs communes. Donc, juste pour poursuivre sur ce modèle d'interculturalisme, voyez-vous l'importance ou recommanderiez-vous de formaliser notre modèle d'intégration, ce rapport, ce dialogue, ce rapprochement par des actions, comme vous dites, de formaliser d'une manière ou d'une autre ce modèle? On continue d'essayer de documenter, de bonifier nos approches. D'ailleurs, ce livre-là a permis à la fois de développer nos assises théoriques, parce que tout ça a un cadre, et j'appelle ça un cadre à géométrie variable, parce que il y a des étudiants qui sont en psychologie, il y a des étudiants qui sont en travail social, en éducation, donc les assises théoriques peuvent varier. Et les étudiants du côté de l'école de langue
peuvent suivre différents cours. Donc, on a des étudiants de l'école de langue qui vont faire un jumelage à un moment donné dans un cours de grammaire, et puis ils vont faire un autre jumelage dans le cadre d'un cours de communication orale, et puis il se peut qu'ils fassent un troisième jumelage dans le cadre d'un cours de phonétique. Donc, il y a plusieurs axes qui permettent d'avoir accès à ces contacts-là, et il y a des étudiants que j'ai entendus qui ont répété à leur maître de langue. Nous, on a choisi l'UQAM parce qu'il y avait les jumelages. Et c'était très important de créer ce réseau-là. Oui, vous allez beaucoup donc sur les préjugés, discrimination, les droits, finalement. La Commission des droits de la personne nous recommande d'utiliser l'expression plutôt, au lieu de valeurs communes qui peuvent évoquer peut-être une autre image, de parler de valeurs démocratiques communes. Et je vous dirais que ça résonne beaucoup lorsque je pose cette question à tous les intervenants, donc qui met plus l'accent sur l'égalité et la diversité, les deux ensemble, l'inclusion et l'effort que doit faire tous les acteurs de la société civile. Le gouvernement, oui, mais les entreprises aussi. Est-ce que vous seriez d'accord avec une formulation de ce genre? Oui, et puis peut-être que je résumerai en une phrase que j'entends régulièrement de la part des étudiants, de part et d'autre. Au début, quand on se rencontrait, on ne voyait que des différences. Et après quelques rencontres, c'est fou tout ce qu'on a en commun. Je pense que ça résume. De rajouter cette notion démocratique dans cette formulation. Est-ce que, Madame, vous avez une intervention? J'allais simplement dire que le ténor général de notre mémoire, c'est que pour mieux franciser, il faut mieux inclure. Oui. Et à tous les niveaux, au niveau du travail, au niveau des écoles. Et c'est que c'est pas seulement une question de franciser, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant pour retenir les immigrants et pour former une société cohésive. Il faut aussi mieux les inclure. Au niveau des écoles, au niveau des autres institutions, il faut mobiliser les entreprises aussi. Hier, Paul, le chercheur que vous connaissez sûrement, qui a fait l'étude Mieux vaut s'appeler Bélanger que Traoré, M. Paul Haid, est venu nous dire qu'il était ravi de voir que dans notre document, l'intégration d'emploi était vraiment au cœur, qu'on ne parlait pas plus nécessairement de diversité, une valeur ajoutée, comme on mettait beaucoup l'accent sur la diversité, on met vraiment l'accent sur l'intégration. Et je dois vous dire, c'est vrai, tout le document, ça transpire un peu partout que la dignité, finalement, humaine passe beaucoup par cette capacité de contribuer. Comment pourrait-on faire, ou avez-vous réfléchi à comment travailler avec les entreprises, les employeurs? On a posé la question, évidemment, à tous les acteurs économiques par rapport à cette question. Donc, ça va dans la sélection, ce qu'on fait en amont, mais en aval. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas sélectionnés, qui sont sur notre territoire. On pense aux réfugiés, on pense au regroupement familial, c'est plus humanitaire, et des gens ont tendance à oublier que c'est des êtres, c'est que la responsabilité de tout le monde face à ces personnes-là qui ont des capacités aussi de contribuer. Comment est-ce que vous avez réfléchi à des stratégies pour amener d'autres acteurs à contribuer à cet effort de pleine participation, d'assurer la pleine participation? Moi, je vois qu'en région, c'est souvent les municipalités qui se mobilisent, et qu'à ce niveau-là, je pense que les contacts sont assez face à face pour que les entreprises soient emballées, que ce ne soit pas uniquement une question gouvernementale. C'est un peu la mobilisation de la société civile et peut-être aussi la francisation, faciliter la francisation des petites entreprises à Montréal pourrait aussi aller dans ce sens-là. Je ne sais pas si tu as dit. Oui. Un petit mot concernant, que j'aimerais que vous considériez, les communautés anglophones du Québec sont largement bilingues. Hein. Vous le savez, on est rendu à 69 % et chez les jeunes, entre 16 et 30 ans, on est rendu à 80 %. Et on constate de plus en plus que les communautés anglophones du Québec, à la fois à Montréal et en région, deviennent un peu des relais interculturels et des relais linguistiques qui facilitent l'intégration des immigrants. D'une part, ils attirent et ils retiennent les immigrants,
Ils leur apprennent que pour bien vivre au Québec, en tant qu'anglophone bilingue, si vous êtes un immigrant, vous devez connaître le français, parce que c'est vraiment la chose à faire. Alors, ils deviennent des relais interculturels sur la nécessité de connaître le français. Et pour le fait qu'ils sont embauchés des fois dans des entreprises qui sont, oui, peut-être plus anglophones que francophones, l'idée demeure, il faut que vous soyez bilingue. Et à ce titre, je crois que les communautés anglophones du Québec jouent un rôle important pour la francisation ultime des immigrants, pour les retenir assez longtemps pour qu'ils soient bien francisés. Alors, des fois, le premier rapport émotionnel est avec les communautés anglophones et ensuite, ils comprennent mieux qu'il faut apprendre le français pour bien vivre au Québec. Alors, ça, c'est un élément que j'aimerais que vous puissiez considérer concernant les communautés anglophones du Québec, qui sont un atout, qui sont utiles pour les besoins ultimes de la francisation, mais aussi de la cohésion sociale dans la société québécoise. Oui, d'ailleurs, on a je pense, une étude de McGill, parce que l'expérience de la communauté anglophone ne reflète pas nécessairement les propos qu'on a entendus du groupe avant vous. Eux, ils vous diront qu'il faut parler français pour intégrer le marché de l'emploi. Et il y a une étude de McGill d'il y a, je pense, 2008, qui montrait que c'est au-delà de la langue, parce que c'était des bilingues, mais surtout de la communauté noire. On n'a pas parlé de la communauté noire, mais le mandat du ministère, oui, c'est immigration, mais c'est diversité, inclusion. Donc, c'est de s'occuper de tous qui sont ici sur notre territoire, une action très interministérielle, transversale. C'est vraiment le ministère qui est le plus transversal. On travaille avec Emploi Québec, ministère de l'Éducation, ministère de la Santé et d'autres. Et donc, leur expérience, ça revient à cette notion de contrer les préjugés. Ça ne semble pas assez de parler français, parfois, dans ces milieux-là. Mais je trouve vraiment intéressant vos propos, parce que l'expérience, en effet, de la communauté anglophone, c'est qu'il faut parler français. Donc, le message qu'ils donnent, ils deviennent des modèles, essentiellement. Que c'est l'outil d'intégration le plus important, c'est la langue. Mais en même temps, il reste des obstacles. Alors, j'aimerais vous amener sur... Vous parlez de diversité religieuse, ici aussi, qui est un enjeu important actuellement, qui crée, évidemment, le rôle d'une société. Vous avez des propos intéressants. Je ne sais pas s'il y en a quelques-uns que vous voudriez souligner par rapport à le mandat de la société civile d'inclure tout le monde, incluant la diversité religieuse. Merci pour l'avoir demandé, parce que c'est justement mon champ de recherche. Et je souligne d'abord les effets néfastes de la promotion de la Charte de valeurs en termes d'incidence de violence, notamment envers les femmes. Et nous jugeons donc très important de souligner quelques éléments ici. Premièrement, la majorité des demandes d'accommodement sur la base de motifs religieux ne concernent pas les musulmans, concernent d'autres groupes, notamment des protestants et typiquement des natifs de Québec. Il faut le souligner. Aussi, et c'est un domaine de mes recherches à moi, le rôle très important des groupes religieux dans l'insertion des nouveaux immigrants. Et généralement, ça passe inaperçu, c'est pas reconnu, c'est surtout pas rémunéré, mais ils font énormément de travail, et non seulement l'entraide informelle, mais aussi des ateliers, des cours de français, ils transmettent des informations. Les pasteurs protestants, catholiques et autres jouent souvent le rôle d'intermédiaire culturel. La plupart de ces groupes finissent par adopter le français comme langue de culte pour retenir leurs jeunes et aussi pour accueillir des convertis. Madame, je cède maintenant la parole à Monsieur le député de Bourget. Mesdames, Messieurs, merci d'être là, merci pour la contribution. Comme vous le savez, il y a deux approches distinctes, différentes, pour favoriser
l'intégration des immigrants et de leurs descendants au Canada. Je parle du Canada dans sa sphère totale, hein, le Québec qui faisait encore partie. Le fédéral applique une politique du multiculturalisme depuis 1971, politique qui est enchâssée dans la Charte canadienne des droits et libertés, qui elle-même est enchâssée dans la loi suprême, la Constitution canadienne. Et au Québec, pour certains, on a opté pour l'interculturalisme à la québécoise, mais qui n'est pas une politique officielle et qui n'a pas force de loi non plus pour d'autres. Par ailleurs, on doit opter au Québec pour la convergence culturelle. Est-ce que vous êtes sensible à ce débat-là? Absolument. Nous en sommes très sensibles. Il y a des recherches là-dessus. Il y a des auteurs qui se sont penchés justement sur ces politiques et sur ces concepts. Et certains arrivent même à la conclusion qu'il y a de part et d'autre la reconnaissance de la diversité. Il y a de part et d'autre la reconnaissance de la communication. Et il y en a même qui vont jusqu'à dire que c'est un débat théorique parce que la diversité doit être reconnue dans les deux cas, et le désir de reconnaissance mutuelle aussi. Et le terme interculturel, on l'entend peu, mais l'origine du terme interculturel, intercultural education, ça vient des États-Unis, dans les années 1930. Et on parlait de l'éducation interculturelle pour l'accueil des immigrants, justement, et c'était aux États-Unis. Alors, je pense que c'est toujours intéressant de se rappeler un petit peu ces petites capsules d'histoire. Et dans tout ce qu'on a dit précédemment, le désir, justement, que des groupes aillent à la rencontre, se respectent mutuellement et apprennent à vivre ensemble, c'est tout à fait compatible avec l'un comme avec l'autre. Et je pense que nous pouvons tout à fait adhérer à cette vision-là quand on parle d'inclusion. Il y en a qui vont mettre plus l'accent sur l'assimilation, convergence, ils vont dire que c'est plus dans une optique d'assimilation, mais il y en a d'autres qui vont dire que c'est dans une optique de communication. Alors, il y a plusieurs axes, puis il y a plusieurs interprétations. Mais vous conviendrez que ce débat conceptuel, à la limite, mais qui néanmoins a des impacts assez clairement mesurables dans la relation avec l'autre, dans le rapport des natifs à l'altérité, reste à faire, à définir. Ce débat n'a pas eu lieu pour l'instant. C'est un débat qui est confisqué, entre guillemets, par un groupe d'intellectuels au Québec. Mais la population elle-même, pensez-vous qu'elle a été préparée à cela, à la fois à la question ou à la nature de la relation à développer avec l'autre, à la relation à l'altérité, comme je disais, et par ailleurs, j'aimerais vous entendre sur la confusion que certains, parce que ça aussi c'est mesurable sur le terrain, expriment quant à la notion du multiculturalisme canadien. Je parle ici des immigrants qui arrivent, parce que la première personne que l'immigrant rencontre à la frontière, et bien avant d'arriver à la frontière, c'est-à-dire dans les représentations diplomatiques à l'extérieur, c'est un Canadien et qui fait la promotion, l'apologie du multiculturalisme canadien. Et donc quand cet immigrant arrive sur le terrain, considérant le flou ou la confusion, il est un peu perdu. Est-ce que vous pensez que ouvrir ce débat, comme on ouvre celui-ci, relativement à une orientation politique, devrait se démocratiser davantage afin que toute entité, tout citoyen, quelles que soient ses origines, y contribue positivement? Parce qu'on part d'une base de confusion dans la relation avec l'autre. Et si cette confusion demeure, cette relation, je ne pense pas qu'elle atteindra l'idéal que les concepteurs de l'interculturalisme québécois,
Je ne me réfère pas aux États-Unis parce que le multiculturalisme canadien est différent du multiculturalisme britannique, par exemple. Mais je reste dans notre contexte à nous. Pensez-vous que, à partir du moment où on éclaircit les bases de cette relation, on arriverait disons, à une meilleure harmonisation des relations? Moi, je suis un immigrant. Je suis arrivé ici il y a quelques années et j'ai vécu cette confusion avant de m'attarder à une analyse fine de ce qui se passe réellement. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde non plus. Et les gens, malgré eux, se retrouvent pris entre plusieurs feux, disons, et le paient et vivent mal. Et ça apparaît dans le sentiment d'appartenance, dans le sentiment d'acceptation aussi. Il y a un mal-être chez l'immigrant qui ne saisit pas la nature de la base de la relation des natifs versus les Québécois d'adoption. Oui, je suis anthropologue et je dirais qu'on parle un peu trop de la culture et des cultures en tout ça. Il y a le niveau des relations sociales, il y a le niveau des stéréotypes. Malheureusement, quand on parle de convergence, on imagine les groupes comme figés, comme bien définis, et comme si c'était juste la culture qui était en question. Aujourd'hui, de plus en plus, dans les études de migration, on parle de la superdiversité, c'est-à-dire les diversités multiples, les diversités au sein des groupes immigrants, les diversités aussi, la société d'accueil, et Gérard Bouchard est d'accord, ce n'est pas une entité figée à jamais. Ce n'est pas un point. Je ne considère pas la diversité comme des entités figées dans le temps. Quand je parle de convergence, il y a une interaction. Les uns alimentent les autres. C'est un échange. Le problème, c'est que les entités en question qui doivent converger, ça reste très ambigu. Et dans le discours commun, ça peut être facilement réduit à des niveaux de stéréotypes. Du point de vue... En tant que psychologue social, le point de vue le plus important pour les individus, immigrants et communautés d'accueil, c'est vraiment les relations interpersonnelles. C'est le genre d'accueil qu'on reçoit en tant qu'individu face à un autre individu. Et souvent, ce sont les expériences interpersonnelles entre l'immigrant et la communauté d'accueil qui sont les plus déterminantes dans son cheminement d'intégration. C'est une expérience personnelle qui assoit le désir de cet immigrant-là de s'intégrer dans cette communauté-là plutôt qu'une autre. Ensuite, il y a un niveau institutionnel. Et là, on parle plutôt de ce qu'on peut faire, et je crois que le projet ici va faire un chemin, l'inclusion des immigrants dans l'administration publique, dans les entreprises, pour l'emploi, pour la promotion, et se battre contre la discrimination et les préjugés. Et il y a un niveau symbolique, je crois que vous faites peut-être allusion à un niveau symbolique, donc on parle de 3 niveaux. Le symbolique, c'est le débat politique dans les médias concernant ce que nous devrions faire avec des grandes idées. Mais du point de vue de l'immigrant dans sa vie de tous les jours, du point de vue du Québécois dans la vie de tous les jours, ce niveau-là symbolique peut avoir un impact sur sa façon de voir les individus, mais dans la vie réelle, les gens interagissent au Québec, par exemple, d'une façon très favorable, très bonne entre les individus. Vous remarquez que chez les Québécois francophones, les Québécois anglophones, les allophones, les immigrants, les relations interpersonnelles sont bonnes dans le loisir, dans le travail, dans la vie de tous les jours. Ça s'envenime quand on a le débat qui est symbolique, au niveau symbolique, et c'est là que des fois l'immigrant va dire, ou la minorité vulnérable va dire, mais est-ce que je suis vraiment accepté ici dans cette société? Il répond à un débat public, bien que dans sa vie de tous les jours, il peut être très bien avec les membres de la communauté d'accueil et toutes les autres communautés culturelles qui les côtoient au travail ou dans la vie de tous les jours dans les commerces. Donc, on a vraiment 3 niveaux d'analyse et des fois, c'est peut-être plus prudent, plus sage de ne pas trop monter en flèche le débat symbolique parce que peut-être qu'il peut nous nuire à long terme. Donc, une certaine discrétion par rapport à ce débat symbolique-là, je crois, peut être sage. Et c'est surtout axé sur l'interpersonnel et l'institutionnel qui va asseoir le succès de l'intégration et de la cohésion sociale. Oui, en 20 secondes. 20 secondes. J'entends bien votre propos.
Cependant, il y a des constats, au-delà du débat symbolique, il y a des constats qu'il faut faire relativement à l'échec de la relation avec l'autre, parce que nous n'avons pas clairement et démocratiquement défini les bases de cette relation. Ça se voit avec le taux de chômage hyper élevé, la discrimination et parfois même, comme le disaient certaines personnes qui vous ont précédé, le racisme. Donc, il faut se questionner. Nous n'avons pas la vérité absolue, et je pense, vous non plus. Socrate nous a beaucoup enseigné là-dessus. En fait, tous les sophistes de ce monde nous ont beaucoup enseigné là-dessus. C'est pourquoi j'insiste beaucoup sur un débat beaucoup plus élargi que celui confisqué par les intellectuels. Merci. Je cède maintenant la parole à Monsieur le député de Bordua. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous abordez la question du débat sur la symbolique. Est-ce que vous considérez que la codification des règles du vivre ensemble serait opportun afin d'éviter de toujours déraper sur cette question-là, sur les règles sur le débat sur la symbolique? Et un peu en lien avec ce qui est dans votre mémoire à la page 9 sur le rôle des médias. Vous n'avez pas abordé à date la question de la présence des médias et du traitement qui est fait à cette question-là. Bien encadrer les méthodes d'assurer le traitement égal des citoyens, quelle que soit la couleur de leur peau, leur religion, leur langue, c'est quelque chose qu'on fait au niveau institutionnel, grâce à la Commission des droits de la personne, grâce à des politiques d'intégration concrètes qui ont un vrai rôle à jouer. Par exemple, je crois qu'on peut penser qu'un conseil des relations interculturelles pourrait nous aider à travailler cette question-là. Le débordement dans les médias symboliques, hélas, et qui fait partie du débat politique, je crois que bien souvent, il nous divise plutôt que nous unir. Et nous en sommes à cela. Je crois que le débat sur la Charte des valeurs québécoises a eu cet effet. Et même le débat concernant les accommodements raisonnables, dans la mesure où ce sont les médias qui se sont emparés des aspects symboliques. Tandis que sur le terrain, il y en a de la convivialité entre les communautés, entre les individus. Donc, ces trois niveaux-là, moi, j'évite un peu plus, j'aimerais plutôt, je préfère mettre mes efforts sur l'interpersonnel, donc tout ce qui porte sur combattre la discrimination interpersonnelle et les préjugés, et le travail à l'institutionnel. Si on procède à un exercice de réflexivité pour la société québécoise, considérant que toute société a ses idées préconçues, ses préjugés, si on, comme on dit, on sort de la boîte et on observe la société québécoise, la nation québécoise, comment la qualifieriez-vous de votre point de vue en ce qui concerne le succès, la réussite du vivre ensemble et d'un point de vue vraiment où on se positionne en matière de réflexivité? Au niveau interpersonnel, je crois qu'il y a un succès. Les communautés en tant qu'individus, les membres des communautés en tant qu'individus, dans la vie de tous les jours, ça marche très bien. On remarque cela. Au niveau institutionnel, il y a des bonnes choses qui sont faites. Au niveau symbolique, on a une mauvaise réputation à l'extérieur du Québec à cause justement des débats symboliques autour de questions comme la Charte des valeurs québécoises et d'autres débats qui ont été médiatisés non seulement au Québec, mais à l'extérieur du Québec. Donc, il y a comme deux réalités. Il y a une réalité qu'on voit sur les médias, qui donne une image des fois un peu triste de la situation, et il y a les efforts institutionnels et individuels qui sont beaucoup plus performants et beaucoup plus optimistes pour le vivre ensemble. Donc, on ne peut pas ignorer que le Québec a perdu des plumes au niveau des médias à l'extérieur du Québec. Oui, on va dire surtout dans le monde anglo-saxon, mais c'est quand même des débats qui ont eu un certain coût. Il ne faut pas oublier que la Ville de Montréal est moins performante aujourd'hui qu'elle l'était autrefois par rapport au produit intérieur brut, comme certaines des études ont démontré récemment. Donc, on ne sait pas s'il y a des effets de cause à effet, mais hélas, souvent, le symbolique prend beaucoup de place.
que l'inaction gouvernementale au niveau de la gestion du symbolique peut avoir un effet sur le contenu médiatique, du fait que ce problème-là n'est rarement adressé ou balayé sous le tapis, en ce sens où les règles de la société québécoise ne sont pas tout à fait définies, pas claires. Je pense notamment à la codification de la jurisprudence en matière d'accommodement raisonnable. Bien qu'il, comme vous l'avez mentionné, qu'il y ait peu de demandes d'accommodement raisonnable, on a l'impression que pour l'ensemble de la population, ces règles-là ne sont pas claires, puisqu'elles ne sont pas codifiées dans un texte de loi précis. Mais j'avais une question principalement sur l'égalité des chances au niveau du système d'éducation. Est-ce que, dans le cadre du programme d'éducation, il y a des intervenants qui sont venus nous mentionner que la façon dont l'histoire est enseignée à l'école avait un positionnement un peu ethnocentrique? Est-ce que c'est votre avis? Est-ce qu'il y aurait lieu de bonifier le contenu académique relativement à l'enseignement de l'histoire au primaire et au secondaire? C'est une question à 1 000 $. Je ne suis pas spécialiste d'histoire. Je vais me risquer sur des questions, des considérations peut-être un peu plus générales. Ce que je remarque dans l'ensemble, parce que pour aborder les problématiques interculturelles, on ne peut pas faire fi de données historiques. On ne peut pas faire fi. Si on veut savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Alors, si on veut comprendre le rapport à l'autre, il faut comprendre le rapport à l'autre par le passé. Alors, ça m'apparaît très, très important. Et ce que je constate, c'est beaucoup d'ignorance, beaucoup d'éléments qui sont déficients, peu de connaissances des statistiques dans le sens de portrait de la société. Et moi, je pense que j'aborde tout à fait dans le sens de mes collègues, mais moi, je répéterais éducation, 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 information. Je constate qu'il y a des éléments qui sont propagés par les médias. Il y a plusieurs tribunes et il y a une désinformation. Et je pense qu'on doit poursuivre dans le sens d'informer, lire, se documenter, comprendre la diversité. Et souvent, on remarque qu'il y a des préjugés et de la discrimination, et souvent, c'est de l'ignorance. Ce n'est pas les gens qui sont de mauvaise foi. Et quand on explique le processus de discrimination, qu'est-ce que c'est qu'un préjugé, les gens « Ah, ben je ne savais pas que c'était ça ». Donc, ce n'est pas une manifestation nécessairement de préjugés, c'est souvent une ignorance qui amène une situation où il y a un préjugé de la discrimination. Et je pense qu'on aurait un très, très, très grand effort collectif à faire. Ce n'est pas seulement la responsabilité des enseignants, des intellectuels, des profs d'université, parce que je vous ferai remarquer que nous, de notre tour d'ivoire, on descend souvent sur le terrain, parce qu'on travaille avec des jeunes qui sont dans les écoles. On va dans les écoles. On travaille avec des enseignants qui font des stages qui sont dans les écoles. Alors, nous abordons des situations très concrètes. Hein? On n'est pas dans les hautes sphères seulement. On se documente, mais on sait ce qui se passe sur le terrain. Merci, Mme Carignan. Alors, moi, je dirais éducation, 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 repousser l'ignorance et apprendre, la diversité et se documenter. Et moi, c'est ce que je dirais de façon globale. Et ça inclut notre histoire. Merci, Mme Carignan. Ça met fin à votre témoignage et je vous remercie. Je vais maintenant suspendre quelques instants afin de permettre à l'Association québécoise des avocats et avocates en droit de l'immigration de prendre place.